Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ma page Facebook pour ce nouveau live que certainement vous attendez nombreux. Je vais commencer à enlever des rideaux, à souhaiter le retour heureux des enfants auprès de leur famille. Ces enfants, dont la dernière fois, je disais que le kidnapping était un montage grossier, ont donc été, dit-on, libérés. En réalité, quand on regarde le scénario, il est invraisemblable, il est théâtral, il est farcesque, il est grotesque, il est pittoresque. Comment imaginer que 79 enfants aient été kidnappés par les soi-disant soldats anglophones et que l'armée camerounaise réussisse à les libérer subitement sans qu'il y ait ne serait-ce que l'échange de coups de feu entre les ravisseurs et l'armée républicaine. Comment comprendre que ces enfants aient été si bien nourris comme si quittant de leur internat les Amba Boys, c'est-à-dire que l'armée de sécessionnistes n'avait qu'une seule idée, aller enlever les enfants de leur internat pour aller les nourrir quelque part. Comment comprendre que ces enfants, même quand ils sont présentés, même les populations n'ont pas témoigné, soient en train de sourire sur des photos comme s'ils étaient en train de fêter Noël. En réalité, ces enfants ont tourné une scène de film. Et c'est ce film-là que j'avais déjà dénoncé par rapport à une mauvaise écriture du ministre de l'administration territoriale qui a cru vouloir détourner l'opinion nationale et internationale. Parce qu'il était impossible que ces enfants qu'on a vus transportés dans des cars militaires, des grands camions militaires. Il y avait 3 camions pour transporter 79 enfants. Comment est-ce que vous pouvez donc imaginer que les Amazoniens aient pu transporter des enfants sur des motos sans que personne ne se rende compte puisqu'ils n'ont même pas de pick-up? Et de surcroît, les enfants ont été enlevés à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, je vous rappelle que les zones anglophones, c'est-à-dire que la région du nord-ouest et la région du sud-ouest sont soumises à ce qu'on peut appeler le couvre-feu. Donc à 4 heures du matin, la ville de Bamenda est complètement bouclée. On ne peut pas rouler. Comment on pouvait donc disparaître avec 79 enfants alors qu'il y a des barrages de l'armée camerounaise qui montent partout? Où sont passés ces enfants? Comment on est passé avec eux? Et autre chose, entre un coin, là où les enfants ont été enlevés, au carrefour, au centre de Bamenda, à l'épicentre de Bamenda, et Bafou, là où ils ont été retrouvés, ça fait 30 km. Comment peut-on parcourir 30 km avec des enfants comme ça, sans que l'armée ne puisse les intercepter? Mesdames et messieurs, vous constatez donc que, comme je le disais, nous avons affaire à un État voyou. C'est normal, puisqu'à Tangandji est un repli de justice qui va se faire rapidement des poches. Comment comprendre que quelqu'un ayant été condamné plusieurs fois comme un grand malfrat, ayant fait la prison pour plusieurs escroqueries, plusieurs délits, soit nommé ministre de l'administration territoriale? Voilà donc qui est grave. Comment comprendre que celui qui vient communiquer, le ministre Issa Chiroma, ne parle plus aujourd'hui? Dans un pays normal, est-ce que Issa Chiroma pourrait être même ministre de la communication? Lorsque vous vous rendez compte que ce monsieur a quand même été arrêté le 6 avril 1984 et qu'il a été accusé de crimes trop graves, c'est-à-dire que apologie de coup d'État et de terrorisme.
Ce coup d'État qui a entraîné, selon le bilan officiel, 70 morts et 52 blessés. Mais aujourd'hui, ce monsieur qui a fait la prison, c'est lui qui vient donc parler au nom du gouvernement camerounais. Et c'est lui qui a été jugé par le tribunal militaire, qui fait aujourd'hui que les journalistes ont aussi traduit au tribunal militaire. C'est un jour triste. Hier soir, Mimi Mofo, rédactrice en chef adjointe de la chaîne Equinox, a été humiliée, arrêtée, menottée, puis jetée à la prison de Newbel. C'est une honte pour le Cameroun, parce que toutes les organisations internationales sont en train de condamner cet acte, en commençant par Reporters sans frontières qui décrit Mimi Mofo comme étant une grande professionnelle et que les journalistes qui couvrent la guerre dans les régions anglophones où elle allait seule à ses risques et périls, où elle aurait pu prendre des balles, où elle montrait comment est-ce que l'armée camerounaise a fait fuir tout le monde en brousse, où elle montrait comment est-ce que l'armée camerounaise était en train d'incendier des maisons, où elle frappait à chaque porte et montrait comment il n'y avait plus une seule âme. Voilà ce que le régime Biya n'aime pas. Montrer la vérité, la réalité au peuple camerounais. Mimi Mofo étant devenu porte-parole de ces zones et dans un média, eh bien, il fallait trouver un fallacieux prétexte pour se débarrasser d'elle. Elle a juste eu à relayer une information qui venait de la famille de ce missionnaire américain qui a été abattu au Cameroun et dont le gouvernement camerounais a joué à la langue fourchue en donnant des informations erronées comme d'habitude, en voulant faire des jongleries et en voulant camoufler certaines réalités et en rejetant la responsabilité immédiatement sur les sécessionnistes. Or, après avoir eu une information de la famille, Mimi Mofo n'a fait que dire, transmettre que la famille de ce monsieur était en train de dire plutôt que c'est l'armée camerounaise qui a tiré. Et d'ailleurs, c'est à l'armée camerounaise de prouver qu'elle n'a pas tiré. C'est à l'État du Cameroun de prouver qu'il n'a pas tiré. Et jusqu'à présent, ne l'a pas prouvé. Puisque aujourd'hui, même les Américains n'ont toujours pas innocenté l'État du Cameroun. Par la suite, pour recouper l'information, elle a aussi dit que le régime refusait cette thèse. Où est donc le péché que Mimi Mofo a eu à commettre? Où est donc le crime qui peut faire que cette jeune dame, à la fleur de l'âge, avec un sourire jovial, avec un regard extra gracieux, soit absolument jetée actuellement là où se trouvent les plus grands criminels, les plus grands brigands, où elle sera violée, où elle va repartir de là avec la dâtre, la gale et toutes sortes de traumatismes. Qu'a-t-elle fait? Comment peut-on arrêter Mimi Mofo au mois de novembre, alors que le 2 novembre, justement, le monde et l'UNESCO célébraient la journée internationale des injustices, de la fin des injustices contre les journalistes. En 2017, c'était le comité de protection des journalistes basé à Bruxelles qui condamnait déjà l'État du Cameroun dans un communiqué en disant « Les journalistes ne sont pas terroristes ». Or, au Cameroun, Paul Biya qui a dit que c'est lui qui a porté la démocratie et qu'il voudrait que cela soit enseigné dans des livres d'histoire, que ce soit sa seule trace indélébile qui pourrait laisser pour la postérité. C'est donc ce Paul Biya-là qui cadenasse la presse, qui refuse le droit fondamental, à savoir informer et être informé. Droit fondamental de la démocratie. Voilà donc Mimi Mofo qui est en prison. Tout ce que nous allons faire,
l'État a déjà tout programmé. Puisque c'est le tribunal militaire qui va la juger, alors qu'elle est civile. Une journaliste qui sera jugée pour un délit grossier, comme si elle était dans l'armée. Apologie de terrorisme, ou bien atteinte à la sûreté de l'État. Mais Mimi Mofo, de cette petite main si frêle, qui ne savait tenir qu'un stylo, qui n'avait qu'une voix langoureuse pour bercer des gens qui, parfois, attendaient une information juste, qui pouvaient avoir ce regard macroscopique sur la société, qui pouvaient avoir ce recul pour pouvoir donner une information vraie, juste. C'est elle qui sera jugée par le tribunal militaire et sera condamnée à mort. Oui, elle sera condamnée à mort. Pourquoi? Parce que le Cameroun a adopté une loi, c'est-à-dire que la loi numéro 028/2014 du 23 décembre 2014 qui dit que les journalistes qui diffusent des informations en temps de guerre sont considérés comme des terroristes. C'est à partir de cette loi que le journaliste de la CRTV, le correspondant de la CRTV, Ahmed Abba, il était à Maroua. Il a été arrêté en 2015 et détenu non seulement à Maroua, puis a été séquestré le plus longtemps au CED. Ahmed Abba, dans les réquisitoires du commissaire du gouvernement, eh bien, c'était en avril 2017, il avait demandé la condamnation à mort d'Ahmed Abba juste parce qu'il couvrait la guerre contre Boko Haram. Juste parce qu'il donnait des informations. Le gouvernement avait saisi et ses ordinateurs et ses outils de travail et malgré tout n'avait rien trouvé. Mais l'avait accusé de complicité de terrorisme. Ahmed Abba, n'eût été l'intervention de RFI, de l'UNESCO, du Quai d'Orsay, c'est-à-dire que c'est venu d'ici en France. Parce que malgré tout, le régime camerounais l'a condamné à 10 ans de prison. Et Ahmed Abba, après avoir passé 29 mois de prison, c'est-à-dire plus de 2 ans pour un journaliste, sans visite, avec toute la torture qu'il a eu à subir, il a été libéré parce que la pression venait de l'extérieur. Et parce qu'il était un correspondant de RFI. Mais Mimi Mofo n'est pas correspondante de RFI, ni BBC, ni un média occidental. Ce qui signifie que elle va y demeurer le plus longtemps possible. Tant que ce régime est en vie, on va la torturer là-bas. Et elle va découvrir le couloir où étaient déjà passés des gens comme Puss Ndiaoui, qui lui aussi est considéré comme le père de la liberté de la presse au Cameroun et qui avait créé le journal Le Messager en 1979, mais qui fut arrêté en 1997, tout juste parce qu'il avait parlé d'un malaise du chef de l'État. Il avait été lui aussi envoyé à la prison centrale, à la prison de Newbel, où il avait passé 10 mois. Et quand il était ressorti, fatigué, il avait repris son bâton de commandement et de pèlerin jusqu'à ce que le régime camerounais est parti l'assassiner en 2010 aux États-Unis via un gros camion. J'en ai déjà fait allusion. Elle y sera. Elle verra le couloir là où était passé Ngangé, lui aussi qui était au journal Le Messager, qui avait été arrêté en 1996 et qui avait passé 1 an de haute souffrance. Je ne sais même plus là où il se trouve. Est-il mort? Est-il vivant? Fait-il encore du journalisme? Elle est passée et elle va passer
dans tous ces couloirs où plusieurs journalistes subissent toutes ces tortures qui ne sont pas dénoncées. Parce que le Cameroun, c'est une barbarie et non une démocratie. On ne peut pas enfermer. Ceux-là qui sont couverts par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ceux-là qui sont l'essence de la démocratie, ceux-là qui ne donnent, ne véhiculent que l'information, informer, former, distraire, ceux-là qui jouent ce rôle d'éducateur, quand on les met dans de telles conditions, dans quel pays au monde, en dehors des dictatures asiatiques et africaines, peut-on trouver de telles choses horribles? Voilà donc le Cameroun. Et le pire, c'est que nous allons tout simplement nous attarder sur Mimi Mofo, ou peut-être il y aura un collège d'avocats qui va certainement venir la défendre. Mais on connaît ça. Puisque c'est au tribunal militaire, on va tourner en rond et elle restera en prison. Bibixi, qui est animateur, qui était animateur à Bakwa FM, à Bamenda, qu'est-ce qu'il a fait? Juste parce qu'il était entré dans un cercueil pour revendiquer? C'est un terroriste. 15 ans de prison. Il est à la prison centrale de Kondengui. Et le pire, c'est que actuellement, il y a 6 autres journalistes dans les mêmes conditions et qui viennent de régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que là-bas, Paul Biya voudrait que ce soit la Corée du Nord. Sparadrap au niveau des bouches, les stylos sans encre, cassez vos claviers, silence on tue. Et c'est pour cela que les journalistes de cette zone subissent encore beaucoup plus de torture, ou les journalistes francophones qui sont actifs ou activistes et qui, en tant qu'humanistes, essayent de donner l'information aux francophones qui n'en ont pas. Voilà pourquoi Michel Biamton a été arrêté le 23 octobre 2018. Et depuis là, il est au CED. Et vous savez comment ça se passe au CED? Entre les mains de ce colonel Bankui, Émile, ce tueur, vous ne pouvez pas l'imaginer. Quand on prend un journaliste, on dit qu'on te cuisine. Vous tendez le bas des pieds et on vous bat avec une machette sous la plante des pieds. On prend un tuyau en caoutchouc qu'on cogne par le dos. Par la suite, lorsque la machette est bien passée, il y a la barre de fer de 10 qui doit repasser sous la plante des pieds. Pire, il y a une autre torture, la picanha et la torture par la plonge. On prend ta tête, on te met dans un fût d'eau, presque comme si on te noyait. On t'enlève, on te remet, on t'enlève, on te remet. Et il y a une autre torture, plus grave, qu'on appelle la balançoire. C'est-à-dire, on passe d'un bureau à un autre, d'une table à une autre, et il y a une grosse barre qui est posée. On vous attache comme un mouton qui devrait tourner comme un rôti, des pieds et des mains. Et là, c'est insupportable. Jusqu'à ce que vous allez faire vos besoins. Au 7, on va avec vous dans une cellule où vous faites vos besoins dans un seau. Et vous dormez avec ce seau. Voilà comment on traite les journalistes. Moi, j'ai connu ça. Voilà la réalité du Cameroun. Comment peut-on garder un journaliste qui a été arrêté depuis le 23 octobre, Michel Biamton, juste parce qu'il parlait des régions anglophones? Et on est en train de le traiter. On est en train de le cuisiner. Ce garçon, je vous jure, en ce moment, c'est pire qu'un gibier. Oui.
le directeur de publication de Voice of Voiceless. C'est un journal de langue anglaise qui sort dans des régions dans la région du sud-ouest. On l'avait arrêté à Buea le 9 avril 2017. On est parti avec lui à la PJ à Yaoundé, à la police judiciaire. On l'a enfermé dans une cellule. Et qu'est-ce qu'on a fait de lui? On a pris les pinces avec lesquelles on a arraché 2 de ses ongles. Il aboyait, il criait. C'est quand il allait en prison que cette douleur immense, qu'il ne pouvait pas marcher, il a passé 55 jours en cellule pour se faire cuisiner comme un animal. Vous connaissez combien de journalistes ont été arrêtés? La place d'un journaliste, d'un vrai journaliste au Cameroun, c'est ou la prison, ou l'exil, ou la mort. Sachez-le. Un type comme M. Nzana Seme, qui est un aîné, comment a-t-il fui? Parce qu'en 1994, après avoir été arrêté, il était le directeur de l'Indépendant. Après avoir été arrêté, il avait fait d'abord 3 mois de prison. En 1995, on l'arrête encore. Il fait 1 an de prison. Et on lui colle une amende d'1 million. Comme exactement Ahmed Abba a été libéré avec la bénédiction, je dis bien, l'intervention de la France. Mais malgré tout, Ahmed Abba a une amende de 84 000 €. Où est-ce qu'un journaliste va trouver 84 000 € pour payer l'État? Alors que lui, il a déjà fait 29 mois. Je dis bien 29 mois de prison. Et c'est lui qui paye encore l'État. Donc, comment Semenzana avait fait? Il était obligé de s'enfuir en passant par le Burkina Faso, puis revenir par le Nigeria avant de s'envoler. Autrement dit, sa tête était mise à prix. Et le plus grave dans tout ça, c'est quoi? C'est que on arrête des journalistes, on les enferme, les autres journalistes continuent comme si de rien n'était, travaillent en toute quiétude, ne disent presque rien, sous prétexte que, bon, écoutez, il a vraiment, moi je ne veux pas des problèmes. Quelle est cette corporation qui peut fonctionner comme ça? Moi, quand j'ai été arrêté, je n'ai même pas eu le communiqué du président du syndicat des journalistes au Cameroun. Le communiqué est venu plutôt de Reporters sans frontières. Le communiqué est venu des États-Unis. Le communiqué est venu de la Fédération internationale des droits de l'homme. Mais pas de celui-là. Et pourquoi? Parce que les journalistes au Cameroun, beaucoup sont des sardinards. Oui, ce n'est pas seulement les artistes. Il y a 2 types de journalistes. Les journalistes courageux et les journalistes sardinards. Sauf que les journalistes courageux, comme je l'ai dit, ils finissent toujours soit par être tués, comme j'ai parlé de Bibi Ngota qui a été tué en prison, comme j'ai parlé de Pius Ndiaye qui a été tué, comme même Charles Ateba Yenestar des médias qui a été tué, et comme bien d'autres qui ont été totalement éliminés ou empoisonnés. Comment comprendre? Donc, ce qu'on appelle journaliste sardinard. En réalité, par décret numéro 017 de 2002, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a sorti une enveloppe dans ce qu'il appelle aide publique à la communication privée. Est-ce que vous voyez la jonglerie? J'y viens. Cela veut dire que l'État camerounais finance ou fait semblant de financer les médias privés. Ce qui signifie que
les patrons de ces médias, avec des journalistes, sont tenus par la corde. En 2016, cette aumône était de 250 millions. Mais en 2018, comme Biya devait passer son élection, truquer son hold-up électoral, l'aide publique à la communication privée a bondi. Ça allait à 600 millions de francs CFA. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ces 600 millions, ça se répartit comment? Parce que ça ne représente rien. Au Cameroun, il y a 200 titres de presse, la presse écrite. Il y a, au niveau des chaînes de télé, non, plutôt la radio, est à peu près à 200. Et puis, il y a les télés qui sont 30. Et qu'est-ce qu'on fait donc avec tous ces médias? On dit, voici l'enveloppe. Le ministre de la Communication vous appelle avec la presse cybernétique. Ceux qui sont sur Internet, sur Facebook. La condition, c'est quoi? Vous supportez le régime et on vous donne de l'argent. Vous ne supportez pas, on coupe. Et c'est ce qui se passe bas. Et on dit aux autres, il faut combattre les journalistes qui nous combattent. C'est-à-dire, par exemple, moi, au moment où je vous parle là, regardez bien, les gens ont été achetés par le ministre de la Communication. Lors des réunions officielles, ils sont partis toucher de l'argent pour créer le faux compte Facebook, pour nous insulter. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? J'y reviens. Moi, quand j'étais au Cameroun, on m'a abordé. Oui. Non seulement le ministre de la Communication, le professeur Famandongo, est venu à la radio me dire que je devais défendre la cause du régime, mais au-delà de ça, il a envoyé ses 2 lieutenants, dont j'étais le nom, pour que j'aille émarger au ministère de la Culture. Je suis arrivé là-bas, on m'a brandi de l'argent que je n'ai jamais touché. D'autant plus qu'ils disent qu'au moment où tu touches, tu dois aussi partager ça avec les conseillers. J'ai dit, je ne suis qu'un directeur de radio. Et je ne voudrais pas toucher à cet argent. Si vous voulez, vous allez le verser à mon patron. Et c'est comme ça que je suis parti. Je n'ai pas été acheté. Et c'est ça leur problème. C'est ça leur difficulté. Acheter des journalistes. Acheter, les mettre sous la férule. Pour qu'ils deviennent, ils se transforment en griots. Et c'est ces journalistes-là qui, vous allez voir, ils font semblant d'être des patriotes. Ils font semblant de vous réciter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils disent que c'est eux qui vous donnent la vraie information. Ils vous disent qu'ils sont sortis des grandes écoles. Quelles écoles? Mais mon Dieu, je vous le dis, si la presse camerounaise était indépendante, si les journalistes étaient concernés, au moment où on arrête Mimi Mofo, au moment où on arrête Moforndon, le directeur de Voice of Voiceless, dont je vous ai parlé, qu'il a passé 55 jours à la PJ et qui se trouve actuellement à la prison centrale de Kondengui, avec tous les autres anglophones. Au moins ce jour, les syndicats, avec des journalistes, allaient dire, faisons radio morte, télévision morte, presse écrite morte. Le monde entier, au moins, allait comprendre la solidarité. Mais comme d'habitude, chacun mange dans son plat. Et ceux qui font leur travail, c'est eux qui sont dénigrés. C'est eux qui sont combattus. C'est eux qui sont insultés. Et c'est eux qu'on traite de PD. Oui. Voilà ce que ils vous disent. Regardez. Au Cameroun, une certaine presse, une chaîne de télévision a diffusé la mort d'Ali Bongo. Elle n'a pas été sanctionnée.
La même chaîne de télévision a diffusé, a publié des images incroyables d'un homme politique, je crois le professeur Vincent Fouda, Sosten Fouda. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette télé? Publier la nudité? Non. Cette même télé a eu à faire l'apologie et continue à le faire, du tribalisme, du génocide, traitant les anglophones de rats et consorts et tout et tout et tout. Qu'a-t-on fait de cette télé? Vous allez me dire, aujourd'hui, peut-être c'est une bonne chaîne de télé. Si moi, j'étais achetable, j'allais travailler dans cette chaîne de télé. J'allais diriger cette chaîne. Je vous le révèle. Pourquoi? Parce que lorsque Famundongo, le 22 septembre, appelle M. Siantou qu'il faut suspendre Jipo Remingono, j'étais là. Sinon, je ferme votre radio demain. C'est moi qui ai dit à mon patron, je me sacrifie parce qu'il faut sauver ces enfants et ces jeunes qui font un travail formidable. Quand la barre brûle, il faut la couper pour sauver la tête. C'est comme ça que j'ai été suspendu à vie. Et quand je suis sorti de prison, j'étais interdit d'exercer la profession de journaliste. Mais, après, j'ai reçu l'appel de M. Belinga à Mougou. Jean-Pierre Amougou Belinga, oui, le patron de cette chaîne, qui est un frère, qui est un ami. Je suis allé dans son bureau. Nous avons négocié, selon lui. Il m'a proposé la direction de sa radio. Et je lui ai dit, ok, sachant que moi, je savais déjà que je ne peux pas trahir M. Siantou. Sachant que moi, je n'acceptais pas trafiquer ma liberté. Sachant que moi, je savais que je ne peux pas me transformer en griot. Raison pour laquelle j'ai voyagé. Et même étant ici, M. Amougou Belinga est venu me voir, devant témoin. Il le sait. Si vous voulez, faites-lui une interview. Nous nous sommes retrouvés au niveau des champs où il m'a dit de venir le rencontrer. Je vais citer Amor qui était parmi eux. Et les autres se reconnaissent. Il y avait Feddi Lobé. Et je vais même citer quelqu'un d'autre qui était là. Monsieur Angoulangula, Joseph. J'ai parlé avec monsieur Belinga en tant que frère et tout et tout. Mais j'ai été surpris. Surpris que quelque temps après, c'est-à-dire exactement le 24 janvier 2006, il publie une liste de ce qu'on appelait le top 10 des homosexuels. Il n'était pas le premier à publier cette liste. Parce que le premier à publier cette liste était le journal La Météo. C'était le 2 janvier 2006. Après cela, c'est devenu un vrai... Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça au Cameroun. Biloua ici qui était notre aîné, avec Nouvelle Afrique, il a aussi publié. Parce qu'en fait, j'avais causé avec monsieur Amougou Belinga. Pourquoi? Parce que quand j'étais au Cameroun, j'avais combattu certaines pratiques sexuelles qu'on imposait aux gens. C'est moi qui fus le premier à déclencher cette affaire. Pourquoi? Parce que la loi camerounaise, qui, dans son article, la loi pénale, article 347 bis de 1972, condamne cela et est puni d'emprisonnement. C'est-à-dire que vous êtes puni entre 6 mois et 6 ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs.
J'ai d'ailleurs sorti une cassette sur ça. Puisque quand je commence à parler de ça à la radio, je ne sais pas que je tape le pied sur la fourmilière. Pendant mes émissions, je vais citer un monsieur qui approche de Famon Ndongo et bam, ça prend le ministre de la Communication Famon Ndongo. C'est pour ça qu'il met l'artillerie lourde pour que je ne parle plus jamais à la radio. La cassette que j'ai sortie, les coups francs suspendus de la langue pendue, sont encore disponibles. MC Pop Music au Cameroun. Ces cassettes ont été saisies parce qu'on ne voulait pas connaître la vérité. Parce que je voulais sensibiliser la jeunesse qu'on était en train de tuer. L'autre qui faisait le même travail s'appelait Folie d'Iran. C'est pour ça que Folie d'Iran a été broyé. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. J'ai sorti 2 journaux après. Tous ces journaux, alors que la loi du Cameroun dit, tu déposes juste une autorisation, après tu peux publier. Mes journaux ont été interdits au Cameroun, c'est-à-dire Koufran et Starmaniac, pour que à jamais je ne parle plus. Et dans la liste que M. Amouk Belinga va publier, il va mettre une des photos de nos amis, comme j'ai dit, Joseph Angoula, un monsieur qui a toujours condamné ces pratiques. Un monsieur qui est marié. J'ai vu sa femme pleurer. Et elle a cru que c'est moi qui avais dit ça à M. Amouk Belinga. J'ai dit non, je ne lui ai pas donné une telle information. Et M. Angoula a cru que je l'avais piégé. Parce que c'est moi qui l'ai amené rencontrer M. Amouk Belinga. De cette liste de 50, il y avait des personnalités, parmi lesquelles le ministre de la Communication de l'époque, à cette époque-là, Pierre Mokoko Mbonjo. Dans cette liste, il y avait même le vieux ministre René Zengeli. Et il y avait beaucoup de personnalités. Et il y avait Grégoire Ona, ministre chargé des relations avec le Parlement et secrétaire général du RDPC. Monsieur Grégoire Ona avait porté plainte immédiatement. Il y avait aussi des journalistes. Il avait même mis, je crois, Yannick Moi. Parce qu'il y a eu des listes et des listes. Tantôt, voici les listes complètes, voici les PD qui nous gouvernent, voici ceci et cela. Ça sort quand ça sortait comme ça sort, comme c'est l'expression un peu campagnarde qu'on utilise, un peu populaire, voire populacière. Dans cette liste, Grégoire Ona est parti saisir la justice. Monsieur Amouk Belinga, qui disait qu'il avait des preuves, était allé à l'audience avec une bande audio. Et il disait, c'est quelqu'un dans la bande audio qui était inaudible, c'est quelqu'un qui disait, il semble que vraiment il faut mettre Grégoire Ona dans la liste. Il est homosexuel, c'est pour ça que sa première femme est partie. Monsieur Amouk Belinga, au tribunal, avait amené 2 personnes. François Bikoro et Gilbert Salekani. Tous mes amis. Puisque Gilbert Salekani a d'ailleurs préfacé l'un de mes ouvrages, que je n'ai jamais publié. Parce que j'ai toujours dit, mes ouvrages, ne vous en faites pas. Tous sont déjà écrits, tous mes manuscrits sont là. C'est que j'ai dit, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas publier avant un certain temps. Pour moi, mes ouvrages sont comme du vin. Ça dort, ça vieillit. Mais ils peuvent vous le dire, ils l'ont lu. Puisqu'il a préfacé. Et c'est eux qui venaient de montrer comment est-ce qu'on reconnaissait un homosexuel à la barre. Monsieur Amouk Belinga avait été condamné. Oui, à 4 mois de prison. Plus une amende de 1 million de francs. Il n'est pas allé en prison. Hein? Vous voyez son entourage. Et il est devenu l'ami de Grégoire Ona et de tous les hommes qu'il traitait de PD.
d'homosexuels. Et en même temps, c'est ces gens qui sont dans le gouvernement, qui aujourd'hui envoient des gens dire que Maurice Kamto, pour le salir, c'est un PD. Oh, on a vu une vidéo avec un petit garçon. Dès que Boris Berthaud veut parler, c'est un PD. Dès que l'autre veut parler, c'est un PD. Moi alors, je suis devenu PD. Moi, qui ai combattu ça au Cameroun. Moi qui continue. Si je ne parle pas de ça, c'est parce que la France a certaines lois. C'est-à-dire que si je me mets à condamner, je risque moi-même d'être condamné parce qu'on va me traiter d'homophobe. Mais si j'étais au Cameroun, j'allais batailler. Parce que je sais que beaucoup de jeunes, et quand on entre dans le régime, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Aïssi Biloua l'a écrit dans son journal, La Nouvelle Afrique. Il disait que c'est le docteur Léopold Ojola, franc-maçon, qui est venu avec cette pratique. Et quand vous voulez entrer dans le gouvernement, on vous baptise. Et le baptême, comme vous dit là, Camerounaise, Camerounais, le baptême, comme vous dit là, c'est baisser la culotte. Beaucoup baissent la culotte. Moi, je vous le dis, si j'aurais baissé la culotte devant quelqu'un, il vous aurait produit mes vidéos, des photos. Et je mets quiconque à défi de m'apporter une photo où je peux être avec un homme. Un enregistrement. Et c'est vous. Parce que vous dites, non, il a les cheveux un peu frisés. Oh non, c'est à partir de ça. Mais attendez, Paul Biya vient d'avoir la calvitie. Il avait 20 ans, il avait la calvitie. Comme il a les cheveux là, maintenant c'est fini, il est devenu... dès que quelqu'un ici, quelqu'un se trace votre fils, il est devenu PD, n'est-ce pas? Un cheveu n'est pas PD, pour vous. Mon Dieu. Oh non, il s'est éclairci là. Mais attendez, regardez même mes yeux. Mes yeux aussi, je me suis maquillé dessus. C'est par là qu'on reconnaît. Donc les noirs, les gens qui sont noirs là, ils ne sont pas PD. Moi, je vous donne un défi. Mais par contre, Aïssi Biloua a écrit, et il y a encore le livre de Balangounou qui parle de ces choses-là. Je vous lis. Celui qu'on présentait comme le petit ami de Biya, qu'on voyait avec les grosses Mercedes, et qui partout et tout. Je vais un peu vous dire, bon, le président a eu des critères subjectifs. Et non, ce livre-là, tapez sur Internet, vous écrivez Ebale Angounou, 100%. 100 qui s'écrit S-A-N-G. Je vous prends un extrait. Le président a eu des critères subjectifs et non objectifs pour marquer sa préférence sur Paul Biya, la Constitution, le président a été au pouvoir. Voilà. Bon, alors, mais le poste du futur président doit l'avoir sous une condition quelque peu saumâtre, un pacte. Et les bases du pacte sont simples. Paul Biya doit obéissance et soumission à Edio. Cet acte d'homosexualité, Paul Biya ne va pas forcément l'approuver. Mais si tel est le prix à payer pour devenir chef de l'État, il accepte de le payer. D'ailleurs, il n'en est pas à son premier. Déjà fils de catéchiste, il devait fatalement côtoyer et fréquenter les vieux prêtres missionnaires auxquels sa famille s'était liée. Nombre d'entre ceux-ci n'étaient pas indifférents à la beauté et aux allures féminines de l'adolescent, en sorte qu'il fut quelquefois victime des missionnaires pédophiles. Des scandales, plusieurs fois. C'est pas moi qui le dis. Monsieur Amougou Belinga a écrit qu'au sommet de l'État, les femmes s'aimaient entre elles. Monsieur Amougou Belinga a écrit qu'au sommet de l'État, les hommes s'aimaient entre eux. Et vous savez très bien que monsieur Amougou Belinga est très bien placé au sommet de l'État pour le dire. La preuve, sa télé ne peut jamais avoir un problème. Et moi, je vais donc vous dire, si moi j'étais PD, cela veut dire que M. Amougou Belinga qui me rencontrait à Paris, c'est qu'il est aussi PD. Cela veut dire que M. Bikoro
qui était son témoin ce jour-là, qui démontrait avec Saleh Kani, alors que cela veut dire qu'ils sont des piliers. Mais sauf que moi, j'ai choisi depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, d'être marié. Je n'ai jamais passé un an de célibat. Vous allez dire que les autres sont aussi? Oui. Mais sauf que, je vais vous le dire, dans ce gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient, régime monogamique, ils ne divorcent pas. Régime monogamique, hein? Il reprend une autre femme comme deuxième, et après ils se baladent, et ils font ce qu'on appelle le baptême. Les baptêmes se passent les week-ends. Et j'ai plusieurs témoignages que j'ai recueillis. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce que les acrobaties, les libations, les foins de bas de chaussée, du dessous du ceinturon, ça ne m'intéresse pas. Les acrobaties matelassées ne sont pas ma spécialité. Surtout entre les gens de même sexe. Et je lance toujours un défi. Ne venez pas dire, PD, non. Apportez une seule photo, un enregistrement. Pour moi, je dis que ce soit homme ou ceci et cela. Beaucoup disent, oh, j'ai pour les mines, on a fait comment pour aller vraiment avec les blancs à la télé et tout. Je vais vous rappeler une chose. Je suis devenu éditorialiste de RFI, étant au Cameroun, quand j'étais directeur de Radio Siantou. Je suis parti du Cameroun ayant le prix des Cameroun Press Awards. Je suis parti du Cameroun ayant le prix du Comité de l'excellence africaine. C'est Alain Foucault que je n'avais jamais rencontré, qui m'a appelé un jour pour me dire, ton émission est très écoutée, est-ce que tu peux faire des chroniques dans ma télé, dans ma radio? Je dis dans mon émission, voulais-je dire. Je lui ai dit, c'est un honneur. Puisqu'il y avait déjà un éditorialiste, Jean Atala, qui était à la CRTV, mais il est venu me solliciter. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes éditos au Cameroun pour RFI. Je touchais l'argent de RFI étant au Cameroun. Quand j'arrive en France et que je regagne la maison des journalistes, où d'ailleurs d'autres Camerounais y étaient, c'est la maison des journalistes où je faisais mes éditos. Dans l'œil du Sahel, c'est moi qui demande qu'on crée une radio en ligne. Je commence à faire mes éditos. Et c'est de là que ITélé va inviter les résidents de la maison des journalistes et d'autres à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse. Je vais partir avec d'autres Camerounais qui y étaient. Nous sommes allés. On a demandé à chacun, soit ceux qui faisaient la revue de la presse, soit ceux qui faisaient ceci. Ils venaient de tous les pays. Moi, je devais passer au grand journal. Je suis passé au grand journal. J'ai impressionné la direction. Voilà pourquoi est-ce que ITélé me demande de revenir pour essayer de me tester. Je m'en vais faire le test, puisqu'il y avait tous les autres journalistes là. Et c'est de là qu'ils décident que je dois désormais passer dans l'émission « N'ayons pas peur des mots ». Je commence à ITélé dans l'émission « N'ayons pas peur des mots ». Et la Coupe du Monde arrive. Immédiatement. Moi, je devais aller en congé pour revenir pour l'émission « N'ayons pas peur des mots ». Mais c'est à partir de cet instant qu'on me dit que non, on voudrait que tu fasses aussi « N'ayons pas peur du foot » puisque l'émission se transforme en « N'ayons pas peur du foot ». C'est comme ça que je commence l'émission « N'ayons pas peur du foot » avec les Bachelot qui était ministre, avec Frédéric Saint-Sernin qui était le conseiller de Jacques Chirac. C'était un plateau uniquement de personnalités. Quand cette émission finit, c'est là où RTL m'appelle. RTL, c'est première radio de France. Ils disent qu'ils ont été impressionnés par mes interventions. Je commence en été. Il n'y avait jamais eu un noir à RTL. Même les vigiles de RTL sont blancs. Personne n'était passé à l'antenne qu'il était Camerounais qui venait de l'Afrique. Et c'est comme ça que je passe dans l'émission
avec des éditorialistes français. Dans le cadre, on refait le monde. C'est comme ça que s'appelait l'émission. Quand l'émission On refait le monde est en train de vouloir s'achever, parce que les vacances sont en train de finir, c'est RMC qui m'appelle. RMC me contacte pour dire, nous avons un contrat pour toi. Je vais à RMC, ils me disent, nous on a suivi tes interventions de foot au niveau de ITL et on voudrait que tu travailles pour nous. C'est comme ça que je commence avec RMC. Pendant que je suis avec RMC, Thierry Roland, Christophe Paco m'écoutent et disent, mais il était chez nous, pourquoi on l'a laissé partir? Ils reviennent me chercher en doublant mon contrat. Voilà comment est-ce que je repars sur RTL. Que ce soit RTL, Direct 8, Europe 1, Canal+, j'ai fait toutes les grandes chaînes de la France. On ne peut pas faire des chaînes en montant les fesses. Autrement dit, vous voulez dire que mes fesses là, c'est le plus sucré du monde? Pourquoi les autres noirs ne les montrent pas? C'est ça qui va faire qu'avec les fesses, vous allez sortir la verbologie. C'est par mon style, par mon élégance verbale, par ma culture, par ma dextérité linguistique, par mon authenticité, par mon originalité. C'est pour ça que j'ai marqué les Français. C'est pour ça que j'ai été sollicité. Ce n'est pas avec des fesses. Ici, ce n'est pas promotion canapé. J'ai entendu. Une femme s'est levée pour dire, oh là là, je pourrais m'amener quelque part. Selon ce qu'on m'a dit. À énergie. Mon talent était tellement énorme que on m'a accepté. Mais elle est venue me proposer le canapé. Et dans J.P. on n'a jamais travaillé à énergie. Jamais. De toutes les chaînes que je vous cite, je n'ai jamais travaillé à énergie. Deux, si j'amène une femme donc à énergie, mais puisque je ne suis pas directeur et qu'on reconnaît ton talent, mais on te prend. Et pourquoi avant moi, on ne t'avait pas pris? Pourquoi après moi, on ne te prend pas? C'est moi Macron, c'est moi Sarkozy, c'est moi Chirac. Même eux ne peuvent pas interdire à une chaîne de radio, de télé, de ne pas recruter quelqu'un qui a un talent. Et puis énergie, moi je ne suis pas comédien ou comédienne. Moi je suis éditorialiste. En France, j'ai obtenu le prix Marcel Anselme. Depuis que je suis en France, je suis toujours nominé parmi les micros d'or. Ici, ça ne rigole pas. Quand on sort de l'école, venez avec vos diplômes de journaliste, demandez à ceux qui sont ici. Vous sortez avec vos diplômes du Cameroun. Jamais vous ne serez même balayeur d'une radio. Ce n'est pas une malédiction, mais prouvez-moi, dites-moi ceux qui sont venus du Cameroun, d'Afrique et l'ont été. Si vous voyez à Mobé-Mévéké, à l'Infoca, ils ont fait leurs études ici, ils ont commencé ici. Ils ne sont pas venus d'Afrique pour venir se faire engager ici. Et même en France, vous sortez d'une école de journalisme, les statistiques sont claires. Sur 100 journalistes, autres 5 sortis de l'école seront recrutés. C'est la haute concurrence, c'est l'efficacité. Ce n'est pas la promotion canapé comme au Cameroun. Ce n'est pas la CRTV. Et même quand j'étais au Cameroun, quelle promotion canapé je pouvais faire? Je suis heureux d'avoir laissé, comme dit un proverbe africain, l'éléphant s'en va en laissant ses empreintes de pas. Je suis heureux aujourd'hui que Cyril Bojiko soit propriétaire d'une radio à Douala. Mais il est passé par moi. Je lui ai demandé le canapé. Je suis très content que M. Polycarpe Pessomba, quand il venait, il avait commencé par le rap. Aujourd'hui, c'est un excellent journaliste. C'est moi qui ai pris M. Polycarpe Pessomba. Et il est correspondant de RFI au Cameroun, propriétaire de radio. Les Albert Lodou Yondieu, qui sont dans des médias là-bas, grand talent, le Boubangomna. Mais tous, la quasi-totalité des journalistes vont vous dire, ce monsieur, vous pouvez lui dire tout. Il n'a jamais dit à chacun d'entre nous, tu es de quelle tribu?
Tu me donnes quoi? Tu me donnes quel argent? Allez, au lit. Pourquoi? Vous croyez que je suis aussi monstrueux, aussi laid que ça? Mais j'avais quand même un bon salaire. Je n'ai fait qu'aider la jeunesse. Je n'ai fait que choisir des talents. Et d'où des gens comme les Martinez et Zogo qui sont aujourd'hui chefs de chaîne. Et même quand j'entends Bichouka parler aujourd'hui pour parler des hommes de la diaspora, oui, qui ne rapportent rien à l'État du Cameroun. Mais c'est moi qui ai recruté Bichouka. Il est passé par moi. Cela veut dire que quand il parle de la diaspora, il m'insulte. Moi qui lui ai tendu le micro. Moi qui lui ai ouvert les voies. Moi qui connais ce qu'il touche. Ce qui touchait à Siantou et ce qui touche maintenant. Est-ce que ça peut valoir le salaire d'un balayeur, d'un portier en France? Je vous rappelle qu'un vigile en France tourne vers les 1000-1500 euros. C'est-à-dire près d'un million. Le salaire véritable d'un ministre au Cameroun, c'est 500 000. C'est le ministre d'État qui a 1 million. Et tous les ministres ne sont pas les ministres d'État. Comment quelqu'un peut parler de quelqu'un de la diaspora? Vous connaissez ce qu'on appelle un sans-papier? Donc moi, je suis content de ces journalistes qui se sont bien débrouillés, qui me font honneur. Parce que quand je reste, je regarde les Laura Dave. Je me souviens le premier jour quand Laura Dave est venue. Je me souviens du premier jour lorsque tel autre, Martinez, est venu. Je me souviens du premier jour où Ludovic Onana s'est présenté à moi. Je me souviens du premier jour où j'ai vu Martin Désiré Bouta. Je me souviens du premier jour où Jean-Claude Ngué est venu. Je me souviens du premier jour où Benjamin Foudefa est venu. Voilà les gens à qui j'ai donné. Je sais pas, vous me parlez de quelle promotion canapé? Hein? Quelqu'un prend pour se faire un nom derrière moi. Moi, je ne voudrais pas insulter des gens. Et même les animateurs de cabaret qui n'ont pas pu travailler même dans une petite radio. Ils viennent en Europe, ils se mettent à parler de Jipo de Bingom. Mais vous avez donc une seule insulte sur moi. Un PD. Mais, mon Dieu, mais votre régime, c'est Amou Belinga qui a écrit que c'est des PD et je ne faisais pas partie de la liste. Allez chez MC Pop, si c'est encore ouvert, demandez les cassettes, que c'est moi qui combattais ça. Dès que vous voyez quelqu'un comme ça, vous dites, non, il a un peu changé. Mais mon Dieu, quand j'étais au Cameroun, je pesais combien? 45 kilos. 45 kilos. Et je m'appelais le Lucky Luke du micro. À cause de quoi? La mauvaise vie. Même comme j'étais directeur, j'avais trop de charges. Le soleil me brûlait. Mais je suis en France. Je ne peux pas vous mentir. Je vis bien. C'est pour ça que j'ai plus de 80 kilos. Donc vous allez dire que non, comme il a 80 kilos là, c'est certainement parce qu'il est PD. Les PD ne sont plus... Non, attendez. S'il était maigre, ça allait être quoi? Je vous ai dit, j'attends tout un chacun d'entre vous. Je voudrais que quelqu'un vienne témoigner, pas avec un faux profil. Hein. Il dit, oui, je suis un homme. Ou même un homme qui m'a dragué. Si même un homme peut me draguer, qu'il se présente. Que quelqu'un du régime ouvre sa bouche. Je vous dis, un homme qui parle fort comme moi ne peut pas. Parce que si je le fais, immédiatement, il balance les photos dans les réseaux sociaux. Immédiatement, il balance à Vision 4. C'est là où ils m'ont toujours attendu et je n'y vais jamais. Chers journalistes, chers confrères, je ne vous manque pas de respect. Mais je ne voudrais pas que beaucoup d'entre vous oublient les sacrifices et les rôles que vous devez avoir. En ces temps de crise, vous devez être des éclaireurs. En ce temps où la démocratie est en train de reculer, parce que j'ai vu sur le mur de Maître Zefman, cette charmante avocate d'origine camerounaise qui est française et qui défend bien la patrie. J'ai vu, quand la dictature
veut s'installer, elle commence à s'attaquer aux journalistes et aux avocats. Ils se sont attaqués à moi. S'ils ne s'attaquent pas à vous, cela veut dire vous n'êtes pas des journalistes. Cela veut dire que vous ne faites pas votre travail. Vous devez être solidaires comme les avocats. Vous devez être solidaires comme les abeilles. Une seule abeille ne fait pas le miel, dit un proverbe africain. Pourquoi vous laissez vos frères et confrères aller en prison pendant que vous partez manger des petites miettes dans des chaînes et derrière Issa Chiroma? Où est la dignité? C'est pour ça que je voudrais dire au monde, moi, je pourrais bien gagner. Le Seigneur m'a donné un petit don. Comme on peut donner à Samuel Eto'o, il n'a même pas eu besoin de faire 250 000 écoles, ou Pelé, ou Maradona. Apprenez tout, partout. Mais vous ne serez pas Samuel Eto'o, vous ne serez pas Roger Mila, vous ne serez pas Pelé, vous ne serez pas... Non. Donc c'est bon. Sauf que je me cultive. C'est cette culture qui fait de moi l'une des personnalités les plus imposantes. C'est pour ça que vous me suivez. Si je n'étais rien, je n'aurais jamais été suivi. Et c'est pour ça que j'ai dit, ce régime qui passe son temps, dès qu'il voit des gars qui se battent, Boris Berthaud, oh PD, Kanto, oh PD, Nouma PD, Zoro PD ou bien voyou. Mais pourquoi vous insultez les gens qui défendent juste la vérité? Et cette fille et d'autres m'appellent, ou bien d'autres personnes m'appellent, et d'autres disent, déclarent, oui, il faut laisser Paul Biya tranquille, parce que ce n'est pas ton égal. Mais c'est le chef de la nation, c'est le chef d'État. Mais le poisson commence à courir par la tête, dit un proverbe africain. Comment vous voulez que je n'interpelle pas un chef d'État dont le pays est appauvri, qui est en pleine guerre? Et vous me dites qu'il faut que je sois seulement solidaire parce que je suis bêtis? C'est quel langage tribaliste ça? J'avais refusé ce langage au Cameroun. Quand Famon Dongo lui-même m'avait dit que les Bamileke sont en train de m'utiliser. Mais il ne savait pas que celui qui l'accompagnait et qui avait un nom bêtis était un Bamileke. C'est les Famon Dongo, les Owona, qui ont commencé cette guerre-là parce qu'ils sont les pions de Biya pour le tribalisme. Et par la suite, il faut discréditer ceux qui vous disent des vérités. Mais attendez, j'ai volé quoi? Je n'ai jamais volé au Cameroun. La seule chose que vous pouvez dire, au lieu de me contredire, de me prouver que vous avez de l'eau, que vous avez de l'électricité, que vous avez des écoles, que vous avez des routes, que vous avez à manger, que vos enfants se portent bien, ont du travail, vous venez insulter tous ceux qui vous disent la vérité. Kanto, Mouma, Zogo, Wanto, Kanta, les combattants comme ça, vous les traitez de sans-papiers, de voyous, de ceci et cela. Mais nous nous battons pour vous. C'est pour ça qu'une fois de plus, je vais dire à ce peuple camerounais, à ce peuple africain, à tous les combattants de la liberté, levez-vous. Paul Biya dit qu'il arrive en France. Nous, on ne vient pas au Cameroun. Il vient faire quoi ici? Chacun chez soi. Mais s'il vient en France, et même s'il ne vient pas, je vous invite, vous tous, à venir manifester sur la place de la République. Parce que nous devons crier ce hold up. Nous devons crier stop à cette République où la promotion se fait uniquement par derrière. Oui. Si ce n'est pas par derrière, ce n'est pas les sectes. Le prophète Tizédoua l'a dit. Vous les jeunes filles, quand ces vieillards-là, quand ces gens du régime vous invitent, ne prenez jamais du vin rouge avec eux. Le vin rouge qu'ils viennent avec, pendant ces cérémonies le week-end, ils injectent ça avec du sang. Dès que vous buvez, sachez que vous êtes déjà dans leur côté. Le satanisme.
Je connais ça. Une jeunesse gâtée. Vous dites que vous avez des diplômes. Plus que j'ai pour les mines, oui. Mais sauf que vos diplômes sont achetés. Vos concours sont achetés. La preuve à l'ENAM. Vous avez vu que le major était un mort. Qui ignore qu'on achète tous les concours au Cameroun? Tous les diplômes. C'est là-bas qu'il y a les promotions canapé. Je n'en ai pas. Moi, je montre au peuple camerounais que, regardez, je suis venu en France. Et partout où je passe, je brille. Partout où je passe, je suis employé. Ce n'est pas n'importe qui est journaliste professionnel ici. Que ce qui vous parle là sur Facebook, demandez-leur, comme je vous montre souvent ma carte de presse, ma carte d'identité de journaliste professionnel, de vous dire, vous êtes reconnu par quel organisme? Ici, c'est la commission de la carte d'identité de journaliste professionnel qui te reconnaît. Et il faut respecter les règles. Ce n'est pas comme au Cameroun là que venez, on va signer ça derrière. Non. Ce n'est pas facile de tenir comme moi. C'est ça qui gêne. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous nous battons pour vous. Nous voulons que Paul Biya parte pour qu'il laisse aussi à quelqu'un d'autre la place. Pour qu'il vous laisse aussi une chance. Pour qu'il vous donne aussi la liberté. Moi, j'ai la liberté. Avez-vous la liberté? Regardez le professeur Kamto. Il est actuellement enfermé chez lui. Un candidat à l'élection présidentielle. Regardez Mimi Mofo. Elle est enfermée. Regardez celui que vous regardiez comme une méga star. Charles Akeba Yémé. C'est moi qui ai fait venir Charles Akeba Yémé à Radio Sianto. À l'époque, j'avais aussi fait venir mon ami Georges Gilbert Bangla. Moi, j'offrais l'antenne à ceux qui voulaient parler, à ceux qui pouvaient dire quelque chose. C'était sans condition. Demandez à tout le monde, sans condition. Pas de tribu. Et même quand je faisais mes tests se faisaient que tu passes direct en studio. Je regarde ce que tu dis, ce que tu fais. Je dis, accordé. Tu ne sais pas le faire, tu pars à côté. Et c'est comme ça que les journalistes que vous avez au Cameroun, les meilleurs là, sont passés par ma formation, par Jipore Mingono, par ma ligne éditoriale. Et je suis fier d'eux. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois certains être responsables, recrutés, comme je le dis, Cyril Bojiko, c'est une fierté. Quand je vois, comme je le disais, des gars comme Martinez, Zogo, c'est une fierté. Même s'il est combattu aujourd'hui. Je suis bien content de voir que dans chaque radio, chaque chaîne de télé au Cameroun, il y a un petit J pour les Mingono. Et je continue mon combat. On m'a chassé du Cameroun. Mais on ne savait pas qu'on ne peut pas chasser, cadenasser la liberté. Tous ceux qui sont à la diaspora, que vous soyez en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, et vous qui êtes en France, venez ce samedi à la place de la République pour que nous puissions encore manifester. Nous manifesterons autant que cela se pourra. Nous manifesterons. Honoré de Balzac, qui lui-même n'était pas trop partisan de la liberté, avait dit, nous sommes condamnés à être libres. Merci.